Je suis Franck Habert, je suis responsable scientifique des collections archéologiques et d'art antique à la direction des musées de Dijon. Pour mon parcours, j'ai été archéologue territorial pendant 17 ans, j'étais responsable d'opérations archéologiques. Et puis depuis un peu plus de 2 ans, je suis rentré au musée archéologique de Dijon. Et pour cette exposition, je suis co-commissaire. À la fin de l'Antiquité, il y avait une tombe qui était située à l'ouest du castrum de Dizio, dans une petite nécropole antique, qui attirait les populations des alentours, qui considéraient qu'elle avait des pouvoirs thaumaturges, donc des pouvoirs miraculeux et notamment de guérison. Donc, des personnes venaient s'y recueillir dans l'espoir de guérison, ce qui agaçait l'Église car il voyait là une tradition païenne. Donc l'Église choisit de christianiser cette tombe et pour cela il lui fallait un saint, et c'est ce saint qui est Saint Bénigne. Il serait venu d'Anatolie pour évangéliser la Bourgogne avant d'être arrêté et puis martyrisé et enterré à Dijon. Alors le martyre fut assez terrible puisqu'il consistait à mettre des alênes sous chacun des ongles de ses doigts. Il a été aussi transpercé de lances, puis une barre de fer lui a fracassé le crâne. En outre, ses pieds auraient été fondus dans du plomb et il aurait été donné à dévorer à des chiens. Alors il faut savoir que cette légende, elle est déjà connue en Turquie, où pour un autre saint qui est arrivé exactement la même chose, mais en Anatolie. Donc globalement, on pense actuellement que on a importé cette légende pour importer un saint qui serait venu évangéliser la Bourgogne, comme cela se fait déjà au Moyen-Âge. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement inédit, et qui permet de donner de l'importance à Dijon. En fait, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, au VIe siècle, Dijon n'est pas une place d'importance au niveau de la chrétienté. Suite à la récupération de l'église de cette sépulture thaumaturge, qu'elle attribue donc à Bénigne, elle va décider de construire un premier bâtiment à l'époque mérovingienne, dont on a peu de détails sur ce bâtiment. On sait qu'à l'époque carolingienne, une église est construite au-dessus du tombeau, et puis à l'époque, au Xe siècle, on souhaite construire une église plus grande que l'église carolingienne pour mieux mettre en valeur et mieux protéger le tombeau de Saint Bénigne. Donc à la fin du Xe siècle, des projets sont déjà en cours, mais arrive à Dijon en 889 Guillaume de Volpiano, qui a la réputation d'être un moine bâtisseur et qui va vouloir en fait s'emparer du projet en cours pour le modifier considérablement et faire une grande abbatiale comprenant une église, une rotonde qui sera poursuivie d'une chapelle axiale. C'est une forme circulaire qui n'a ni début ni fin, donc qui représente Dieu. La principale inspiration pour la construction de la rotonde de Saint-Bénigne est le Panthéon à Rome. En fait, ce temple païen avait été christianisé au 7e siècle, un 13 mai, à la Vierge Marie, et était surmonté d'un oculus. Eh bien, la rotonde de Saint-Bénigne sera elle-même surmontée d'un oculus et aussi consacrée à la Vierge Marie, un 13 mai. La sculpture la plus aboutie est celle du maître, bien entendu, et celle qui est la moins aboutie étant celle de l'élève. Et on peut y voir ici une parabole entre le divin et l'homme, le divin étant créateur de perfection que l'homme cherche à imiter sans jamais réussir à l'atteindre. Et on retrouve ce même principe pour ces deux sculptures d'aigle, où on voit à gauche un aigle dont le plumage est très travaillé, sous forme de triangles et de traits. Sa tête était dans un âme, alors qu'à droite, on voit donc du coup un oiseau qui est beaucoup moins travaillé, le corps n'est pas du tout travaillé, et ça correspond encore à cette idée du maître et de l'élève, ou de l'homme face à Dieu. L'église et la rotonde étaient construites tout en voûte et donc contenaient énormément de colonnes qui elles-mêmes étaient surmontées par des chapiteaux.
à Saint-Bénigne, on va voir apparaître une nouvelle forme de sculpture de chapiteau. Si la plupart des chapiteaux étaient construits de façon relativement simple, c'est-à-dire dit à simple pan abattu, qui est la manière la plus simple de construire un chapiteau pour soutenir une voûte, d'autres étaient également construits dans la tradition carolingienne, c'est-à-dire avec des figures végétales, comme on peut le voir ici, mais apparaissent à Saint-Bénigne des nouvelles formes de sculptures qui vont avoir un grand succès à l'époque romane, et est à ce niveau donc un laboratoire précurseur de l'art roman. Ainsi, on voit apparaître parfois des formes anthropomorphes ou zoomorphes dans la sculpture. Ici, par exemple, nous voyons que sur une sculpture qui est globalement un décor végétal, apparaît à l'un des angles une figure zoomorphe. D'autres figures peuvent être beaucoup plus complexes. C'est le cas, par exemple, des chapiteaux dits à l'Apocalypse, dont nous avons ici une représentation des figures qui mêlent monstres et humains. Suite à la Révolution française, les ordres religieux sont dissous et l'on cherche une église pour devenir la cathédrale du nouveau diocèse de Dijon. Le choix se porte sur l'église de Saint-Bénigne, qui est donc poursuivie à l'est par sa rotonde et sa chapelle axiale. On reproche à la rotonde d'empêcher la lumière de rentrer dans le cœur de l'église et aussi son état insalubre. Il faut savoir que, peu restaurée sur les derniers siècles, elle est souvent dégradée par l'eau, et donc on trouve qu'il est plus simple de la détruire plutôt que de la restaurer. En 1853, arrive Viollet-le-Duc à Dijon, dont la mission est de construire une nouvelle sacristie pour la cathédrale de la ville. Et il choisit de la construire à l'emplacement de la rotonde. Évidemment, cela inquiète la CACO, qui dit qu'à cet emplacement, il y avait de la rotonde et qu'il risquait de détruire les derniers vestiges de la rotonde. Viollet-le-Duc répond que de toute façon, pour construire cette sacristie, il faudra déblayer, donc déblayons et on verra bien ce qui reste de la rotonde. Et en réalité, ce qu'il en reste, eh bien, il en reste certains piliers et toute la forme du niveau inférieur, comme on peut le voir sur cette illustration. Et ce dégagement du niveau inférieur de la rotonde va provoquer une vive émotion à Dijon, et notamment du diocèse, puisque l'évêque lui-même va demander à ce que l'on adapte le projet de la construction de la sacristie pour ne pas détruire la rotonde et qu'elle soit conservée et restaurée.